Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury du prix Carbonnier, honorés invités. Je vais vous présenter en quelques mots, pour ne pas être trop longue, puisque l'objet aujourd'hui, c'est bien évidemment d'entendre le lauréat et de discuter avec vous de cette belle thèse. Mais rappelez quand même que le prix Jean Carbonnier a été créé il y a presque 20 ans maintenant, mais en fait on célébrera le 20e prix l'année prochaine, sous l'égide d'un ancêtre un petit peu de notre institut qui s'appelait la mission de recherche Droit et Justice, et qu'il a vocation à promouvoir un premier travail de recherche, en réalité, dans la quasi-totalité des cas, une thèse, sur le droit et la justice, avec, comme vous le savez, l'objectif, dans évidemment la continuité de l'esprit du doyen Carbonnier, avec l'objectif d'aborder des questions de droit et de justice avec une approche la plus multidisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire possible. Évidemment, l'objectif est également d'encourager les jeunes chercheurs dans leurs ambitions scientifiques. Ce prix est donc attribué tous les ans par un jury composé de 8 personnes et actuellement présidé par Madame Diane Roman. Dans le jury, un point important, nous mêlons des universitaires de plusieurs disciplines et également des praticiens du droit et de la justice, justement pour traduire aussi l'identité de notre institut, qui n'est pas un institut strict de recherche, mais qui est un institut qui travaille également et qui confronte les travaux de recherche aux analyses des acteurs et des responsables de politique publique. Je salue également la présence dans le jury, on y tient, d'une universitaire non française. C'est important pour cette ouverture et en l'occurrence, Madame Diane Bernard en ce moment. L'objectif donc, c'est d'inciter par ce prix les juristes à s'ouvrir aux questions de société, d'innovation, de réforme. Évidemment, tous les enjeux de réforme, de proposition de réforme sont très importants pour notre institut, puisque nous avons, comme je l'ai dit, parmi nos membres et ceux qui nous lisent, des responsables de politique publique. Donc ça, c'est un point, et sans vouloir dévoiler le reste, évidemment, qui sera présenté de la thèse de Guillaume Grégoire, notamment dans sa thèse, la déconstruction d'un certain nombre de notions dans cette thèse ou de présupposés, est très importante, je crois, pour la compréhension des responsables de politique publique. Si tant est que cette déconstruction soit vulgarisée, dans le meilleur sens du terme, soit accessible à l'ensemble de nos lecteurs. Donc on n'incite pas tous nos membres à lire la thèse en entier, je suis navrée, mais vous avez rédigé un excellent résumé, une excellente synthèse, et surtout, à travers un événement comme celui-ci aujourd'hui, on essaye de diffuser et de dialoguer à partir de votre travail. Nous avons décerné l'année dernière pour la première fois une thèse à une non-juriste, mais cette année, on a eu l'impression de continuer quand même un petit peu dans la même lancée, puisque vous avez véritablement une approche extrêmement ouverte que vous avez vous-même, je crois, nommée approche contextualisée et interdisciplinaire. Et je pense que ce n'est pas un hasard, sous votre présidente, Madame la Présidente, que nous poussons un petit peu dans ce sens. Voilà les points que je voulais signaler. Vous avez sur la table également les recueils de ce prix qui est décerné depuis 2017 en partenariat avec les éditions Lefebvre d'Alloz. Et sauf erreur de ma part, je donne tout de suite la parole à la représentante des éditions Lefebvre d'Alloz. Merci. Merci. Bonjour à tous. Quelques rapides mots pour dire que nous sommes toujours très honorés de collaborer à la remise du prix Carbonnier.
D'une part parce que le FEF Dalloz est depuis fort longtemps très attaché aux travaux de recherche. Nous publions nous-mêmes une quinzaine de thèses par an. D'autre part parce que nous attachons également une importance fondamentale à la doctrine et particulièrement interdisciplinaire, pluridisciplinaire, à travers un certain nombre de collections, notamment la collection Méthode du droit, qui il y a déjà presque une quinzaine d'années, publié un ouvrage sur l'analyse économique du droit, qui sans doute est connu de M. Grégoire. Voilà. Et enfin, parce que nous sommes donc très heureux de voir que l'alliance entre l'analyse des aspects constitutionnels, politiques et économiques rejoignent l'analyse juridique. Et donc, nous vous félicitons par avance. Merci, Madame Hoche. Diane Roman, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette occasion de vous dire quelques mots introductifs. C'est la deuxième année consécutive qui me revient le redoutable honneur de présider cette cérémonie de remise du prix Carbonnier. Et j'emploie le terme de redoutable honneur parce que c'est un exercice bien difficile qui m'incombe. Il faut que, par quelques mots forcément aimables, j'essaye de faire patienter des esprits qui sont certainement accaparés par d'autres pensées. Alors, les esprits du public qui sont certainement désireux d'en savoir un peu plus sur le contenu de cette thèse, le contenu de cet ouvrage qui est récompensé par le prix prestigieux Carbonnier, évidemment qui attendent avec intérêt l'échange à venir entre le lauréat, monsieur Guillaume Grégoire, et son discutant, monsieur Laurent Pfister, professeur d'histoire du droit à l'université Paris II, Panthéon-Assas. Et puis il y a aussi les esprits des proches et l'esprit du lauréat, dont l'émotion doit le disputer à l'impatience de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la remise du prix. Et donc, entre les deux, eh bien, j'ai un cahier des charges qui est assez contraint, puisqu'il faut que je sois élogieuse, reconnaissante, si possible spirituelle, mais surtout brève. Alors, cet impératif de concision est d'autant plus frustrant que la cérémonie de remise du prix Carbonnier est en fait l'occasion de lever le voile sur certains aspects moins connus de ce prix et lever le voile d'abord sur les coulisses de son organisation, ce qui me permet de saluer l'exceptionnel travail qui est mené au sein de l'IERDJ par la directrice Valérie Sagan, la directrice scientifique adjointe Isabelle Saint qui est ici, et la responsable d'études et de recherche Vanessa Maquet qui s'est mise en retrait alors qu'elle est le pivot de ce prix. Et véritablement, à L3, elle joue un rôle essentiel puisque durant presque une année, elles ont accompagné le jury avec une efficacité remarquable dans tous nos travaux et nos nombreuses délibérations. Alors, puisqu'il est question du jury, c'est aussi l'occasion de souligner la qualité et l'intensité du travail que les 9 membres du jury Carbonnier ont pu fournir depuis 2 ans et encore pour une année. Un certain nombre de mes collègues nous font l'amitié d'être ici. Je salue, alors je vais les énumérer, les absents comme les présents. Diane Bernard, qui est professeure à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Christophe Devis, qui est conseiller d'État et président de la section sociale du Conseil d'État. Florence Fouvet, qui est ici et qui est professeure de droit privé à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Laurent Pfister, qui est ici et qui est professeur de droit à l'Université Paris II et qui sera le discutant dans quelques instants. Marc Pichard, professeur de droit privé à Nanterre. Michel Pinault, conseiller d'État et membre du Conseil constitutionnel. Vincent Turbo, qui est ici et par ailleurs conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et enfin, Laurent Villemez, ici présent et professeur de sociologie à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Alors, notre
Cénacle s'est réuni entre juin et décembre 2024 pour examiner pas moins de 54 dossiers de candidature et donc autant de thèses. C'est dire si, même si un certain nombre n'étaient pas aussi longues que celles de Monsieur Grégoire, mais c'est dire si nous avons passé du temps et des jours à lire des thèses, si nous avons eu de longues et riches délibérations, des échanges parfois vifs, mais qui ont toujours abouti à des solutions consensuelles. Et c'est véritablement la magie, je trouve, de l'alchimie intellectuelle qui unit les membres du jury, qui sont, comme l'a rappelé Valérie Sagan, à la fois des juristes de haut vol et des universitaires renommés, et qui passent un temps précieux autour des enjeux de la recherche, en mettant au service de cette réflexion leur intelligence et leur contribution au débat d'idées. Évidemment, comment toutes ces valeurs intellectuelles auraient-elles pu aboutir à un autre résultat que la nomination de la thèse présentée par M. Guillaume Grégoire, qui s'intitule « La Constitution économique, une enquête sur les rapports entre économie, politique et droit ». Et parmi les nombreuses qualités qui sont les siennes et qui vont être dévoilées dans quelques instants, a une qualité, à mes yeux, particulièrement importante, c'est qu'elle accorde une place centrale à la réflexion sur le principe de neutralité. Alors, neutralité, bien sûr, il s'agit avant tout de la neutralité économique des constitutions, puisque c'est le cœur de la thèse défendue par M. Grégoire, qui retrace l'histoire du concept de constitution économique en comparant les systèmes juridiques belges, français, allemands et le droit de l'Union européenne, et qui aborde toutes ces questions dont l'actualité est évidente, celle du rôle respectif du législateur et du juge constitutionnel, celle de l'articulation entre les libertés économiques, la liberté d'entreprendre et les droits économiques et sociaux, et celle de l'équilibre entre le marché et l'état de droit. Mais la neutralité dont il est question dans la thèse de M. Grégoire, c'est aussi celle du chercheur. Et de façon tout à fait symptomatique, la thèse s'ouvre par une longue citation de Michel Foucault sur le rôle et les outils du savant, qui souligne l'importance du travail de l'intellectuel, non pas pour donner à penser, mais pour aider à conceptualiser et ainsi participer au débat d'idées sur les enjeux actuels. Et en écho à cette citation introductive de Michel Foucault, la conclusion, les derniers mots de la thèse de M. Grégoire sont les suivants, et je vous cite. En remettant continuellement sur le métier les ouvrages pétrifiés, en dénaturalisant les concepts, les normes et les institutions, le savant contribue à rouvrir le champ des possibles sans avoir à se prononcer sur le chemin à emprunter. Il concourt alors à l'ambition tout aussi inaccessible d'émancipation individuelle et collective. C'est là le seul engagement du savant qui vaille. Évidemment, à l'heure où les sciences humaines et sociales sont malmenées, en Europe comme outre-Atlantique, la réflexion de M. Guillaume Grégoire contribue utilement à une mise au point sur la neutralité non seulement du droit et des juristes. Alors, indiscutablement, cette thèse fut conduite avec passion, fierté, ferveur. J'ai bien conscience ici que seuls les Liégeois dans la salle auront saisi la référence, et à leur regard interloqué, je ne suis même pas sûre que la formule très standard, je vous donne quand même là un indice, aura été appréciée. Mais bon, je comprends pour mon voisin, car il se dit qu'il est plus fan de basketball que de football. Mais par cette anecdote, c'est aussi l'occasion de lever un autre voile, après celui portant sur les coulisses de l'organisation du prix, c'est le voile recouvrant la personnalité du lauréat. Parce qu'en effet, pour la première fois, le prix Carbonnier est attribué à une thèse en provenance de la province de Liège. Alors, l'université de Liège et son promoteur dans le langage académique belge, c'est-à-dire le directeur de thèse de M. Grégoire, le professeur Nicolas Thirion, que je salue, peuvent certainement s'enorgueillir de cette belle et juste récompense qui vient récompenser le travail d'un des leurs, puisque M. Guillaume Grégoire a été tout entier formé
par la faculté de droit de Liège. Il est diplômé de cette université. Il est boursier de l'université de Liège et du FNRS. Et malgré de longs séjours de recherche à l'université Paris II, Panthéon-Assas ou au Max Planck Institute de Munich, rien ne l'a détourné de son alma mater, puisqu'il est actuellement assistant à Liège et époux compagnon d'une professeure de criminologie de cette même université. Alors il faut dire que cela peut s'expliquer. L'université de Liège a cette devise inspirante, Scientia Optimum, c'est-à-dire l'excellence par la science, le meilleur par la connaissance. Et on comprend qu'avec une telle ambition, la thèse de M. Grégoire ait pu prospérer dans ces lieux. Et donc la récompense que vous recevez aujourd'hui, Monsieur Grégoire, est vraiment amplement méritée, puisque votre approche savante, comparatiste, interdisciplinaire est vraiment au cœur de l'esprit du prix Carbonnier et de celui à qui, à travers ce prix, nous rendons hommage, le doyen Carbonnier. Mais c'est aussi pour l'IERDJ l'occasion de souligner l'importance de la recherche en droit qui est menée dans les universités belges francophones et les liens précieux qui unissent les juristes de part et d'autre du Kiévrin. D'ailleurs, de façon révélatrice, la présidence du conseil scientifique de l'IERDJ est assurée par l'immense Françoise Tulkens, qui est professeure émérite à l'UC Louvain et ancienne juge à la Cour européenne, à qui je profite de l'occasion pour adresser à distance un amical et très respectueux hommage. Et alors, dans ces liens franco-belges, évidemment, Liège a toujours eu une place à part, non pas, et mon voisin le dira peut-être, parce que c'était la préfecture de l'ancien département de l'Ourthe jusqu'en 1814, pas non plus parce que Liège fut la première ville étrangère à recevoir la Légion d'honneur, mais bien parce que celle qu'on appelle la Cité ardente a aussi un autre surnom, on l'appelle le Petit Paris. Et pourquoi le Petit Paris? Certainement parce que les Françaises et les Français s'y sentent bien accueillis. Donc par ce prix, nous espérons affirmer une réciprocité. Et puisqu'il faut toujours citer les grands auteurs, Alexandre Dumas disait de Liège que c'est, je cite, un petit coin de France perdu en Belgique. Aujourd'hui, grâce à Guillaume Grégoire, le prix Carbonnier devient un petit coin de Belgique perdu en France. Et donc, ayant essayé de meubler comme il se devait le temps qui m'était imparti, nous passons aux choses sérieuses et la parole est donnée à notre lauréat. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette très gentille et très aimable introduction. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, il me faut d'abord débuter par des remerciements. D'abord à vous, Madame la Présidente, et à vous, les membres du jury, de m'avoir fait ce grand honneur et d'avoir pris ce temps qui est précieux. Et je crois savoir qu'avec 54 thèses à départager, ça a dû prendre pas mal de temps. Mais ça permet à des jeunes chercheurs, pas jeunes, à des chercheurs en début de carrière d'avoir une vitrine qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc un grand merci pour ce prix. Merci aussi évidemment à l'IERDJ pour l'organisation du prix, en particulier à Vanessa Maquet qui a été d'une très grande efficacité et très aimable tout au long du processus. Il me faut remercier évidemment aussi la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie et le Fonds national de la recherche scientifique belge, le FNRS, pour le précieux soutien tout au long de ma recherche doctorale. À Paris 2 pour m'avoir accueilli 3 mois, au Max Planck Institute pour m'avoir permis aussi de développer mes recherches. Il me faut aussi, et je le fais avec grand plaisir, remercier les membres du jury de la thèse, en particulier les membres du comité qui m'ont suivi tout au long et qui ont lu encore plus de pages de la thèse, qui m'ont forcé à la raccourcir. Et notamment, il y a Romanélie Doudou qui n'a pas pu faire le trajet, mais il y a Hugues Rabot qui est ici présent et qui a été un membre extrêmement important, puisqu'on n'est pas toujours d'accord, mais les discussions qui ont eu m'ont vraiment, je pense, amené un grand plus loin, parce que ça m'a forcé à penser mieux,
penser plus précisément et à mieux argumenter, donc je lui dois aussi beaucoup. Puis il y a aussi parmi les membres du jury un membre spécial qui est le directeur de thèse, Nicolas Thirion, qui a contribué à une part considérable du travail. Je ne vais pas m'étendre, il sait tout ce que je lui dois, mais je dois vraiment le remercier du fond du cœur. Puis il y a mes proches, mes collègues et amis, une partie sont ici présents. Il y a mes frères, mes parents qui n'ont pas pu faire le trajet parce qu'ils sont de corvée garde du petit que j'ai eu avec ma compagne Sophie qui, elle, a pu venir et faire le déplacement. Je les remercie évidemment pour le soutien et pour la patience. Maintenant que ces remerciements sont faits, il me faut quand même dire quelques mots du contenu de la thèse. Je vais essayer d'être bref et synthétique, ce qui n'est pas toujours mon point fort. Pour introduire le sujet, le mieux peut-être de commencer par des questions qui vont permettre de cerner un peu mieux la problématique en cause. Est-ce qu'un Parlement élu peut mettre en place, par exemple, un impôt sur la fortune pour lutter contre une concentration qu'il jugerait excessive des richesses, ou est-ce là une atteinte qui est intolérable au droit de propriété? À l'inverse, est-ce qu'il lui est permis de diminuer des prestations sociales pour des raisons budgétaires, ou est-ce que c'est une atteinte ici à des droits économiques et sociaux qui seraient hors de sa portée? Voilà deux questions, on pourrait les multiplier à l'envi, mais elles touchent à une problématique plus fondamentale qui est celle de la marge de manœuvre que garde le Parlement dans sa possibilité de modifier le cadre juridique de l'économie. C'est cette problématique qui est au cœur de la thèse. Alors, la réponse traditionnelle, et on l'a mentionné, c'est la thèse de la neutralité économique des constitutions. Thèse qui est avancée alors expressément par la Cour constitutionnelle allemande et qui est reprise implicitement par le Conseil constitutionnel, par la Cour constitutionnelle belge et par une partie de la doctrine qui continue de dire que puisque le Parlement peut agir dans l'économie, qu'il y a juste quelques limites qui sont les droits individuels, mais alors droits individuels à la fois qu'on va dire d'ascendance libérale, un droit de propriété, liberté d'entreprendre, liberté contractuelle, mais il y a de l'autre côté les droits économiques et sociaux. On a finalement une relative neutralité. Il peut faire énormément à condition qu'il respecte les droits et libertés individuelles. Sauf que par ce rajout, à condition qu'il respecte les libertés individuelles, il se donne les moyens, le juge constitutionnel, de pouvoir censurer l'action du législateur. Et force est de constater, en tout cas c'est ce que je défends, qu'il le fait de plus en plus. Alors, si on reste ici en France et qu'on ne va pas trop dans les aspects comparés pour une raison de limite de temps, mais on a déjà la décision de nationalisation dans les années 80, où on force quand même le juge constitutionnel à revoir à la hausse les indemnités compensatoires pour permettre les nationalisations, ce qui bloc de potentielles nationalisations additionnelles. Si on pense plus près d'aujourd'hui, on a la décision Florange, où là, on invalide un dispositif anti-licenciement boursier, donc le fait de licencier des travailleurs alors même que l'entreprise est en bénéfice. Ce dispositif est invalidé pour le fait que c'est une atteinte jugée intolérable à la liberté du chef d'entreprise. Donc, là, ce n'est que quelques exemples, je ne peux pas m'attarder sur plus d'exemples, mais il m'a semblé que la réponse traditionnelle était insuffisante, qu'elle ne permettait pas, en tout cas, de mesurer l'influence réelle des juges sur l'organisation juridique de l'économie et qu'elle ne permettait pas de savoir, finalement, quelles sont les bornes précises à l'action du législateur. Alors, plutôt que de m'engager dans une analyse qui serait seulement juridique, de revoir les arrêts et de m'arrêter là, il m'a semblé utile de poser le problème autrement, ou plutôt d'interroger la problématique elle-même. Alors,
pourquoi certains défendent l'idée qu'il faut constitutionnaliser des principes de l'économie? Au sein de quel courant de pensée défend-on cette idée-là? Comment cette idée qu'il faut protéger certains principes économiques s'est développée et a finalement pu avoir une certaine performativité? C'est là une démarche de contextualisation du droit, on l'a mentionné, et pour aborder cette démarche, il y a une perspective qui me semblait prometteuse, c'est le fait de remonter le fil historique du concept de constitution économique. Pour ce faire, je me suis basé sur les travaux d'un philosophe, Michel Foucault, et d'un historien, Reinhard Koselleck, qui, pour moi, avaient l'avantage tous deux de pointer un fait important, c'est que les concepts ne sont pas tant des créations qui sont forgées dans les terres de la science, ce sont toujours des notions qui sont aux prises avec le réel. Elles sont en lien avec les luttes sociales et intellectuelles sur les problématiques de la société au moment où ils ont lieu et dans le temps. Il y a donc une espèce de va-et-vient permanent puisque la manière de poser le concept, de poser la problématique, va influencer la manière de penser les solutions possibles. Donc, en formatant le cadre du pensable, le concept va aussi déterminer le cadre du faisable. Alors, en partant de ces analyses développées par Michel Foucault et Reinhard Koselleck, je me suis dit qu'on pouvait transposer ça à la constitution économique. Ça impliquait de réfléchir à la problématique sociale face à laquelle le concept a émergé. Ça impliquait aussi de mettre en lumière peut-être des significations concurrentes du concept. Et évidemment, ça impliquait de retracer l'histoire des luttes entre ces significations concurrentes. C'était là la première partie de ma thèse, et je vais ici, assez le plus brièvement possible, essayer d'en dévoiler quelques résultats. Alors d'abord, la problématique. La problématique est finalement liée, selon moi, à la modernité libérale, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Et si on doit la reprendre par une formule, la problématique finalement de la constitution économique, c'est comment organiser juridiquement un domaine social, l'économie, alors même que ce domaine est progressivement pensé comme un marché naturel et autorégulé. Face à cette question qui a une part de paradoxe, il y a eu différentes théories qui se sont développées, mais dès le moment de cette modernité libérale, on voit apparaître le concept chez les physiocrates avec cette idée qu'il va falloir sanctuariser les lois naturelles du marché. Alors, au XIXe siècle, on ne retrouve finalement pas le concept. Pourtant, l'ordre de marché est progressivement mis en place. Alors, il est mis en place par le Parlement, avec une action législative délibérée, mais justement, le Parlement, à ce moment-là, est tendanciellement sous un régime censitaire. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'ordre de marché se met par le Parlement. Donc, finalement, le concept n'est pas présent, mais peut-être parce qu'on n'a pas besoin de penser l'ordre de marché à un niveau constitutionnel, puisque c'est au niveau législatif qu'il se met en place. Et le concept revient au moment où, en fait, le Parlement se trouve investi par les masses. Il y a la question sociale, l'extension du suffrage censitaire, les premières législations sociales, et revient cette interrogation de qui est le meilleur garant juridique du marché. Est-ce que c'est le Parlement ou est-ce qu'il faut finalement trouver une autre solution, notamment une juridiction constitutionnelle? Cette problématique du système économique admis ou imposé par la Constitution apparaît vraiment de manière très claire au début du XXe siècle dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, avec un arrêt qui est devenu célèbre dans le milieu juridique, c'est l'arrêt Lochner, puisque dans une opinion dissidente, un juge pose très clairement le diagnostic, mais pour rejeter justement cette idée qu'il faut constitutionnaliser, ce qu'auraient fait les autres juges par la décision majoritaire. Mais la question est aussi posée en fait très explicitement au pouvoir constituant, puisque dans l'entre-deux-guerres, il y a les différentes révolutions, il y a les alternatives fascistes, les alternatives soviétiques, et il y a cette République de Weimar en Allemagne, où le concept va être posé et problématisé de manière extrêmement claire et limpide, et c'est là qu'on va trouver différentes occurrences et différentes significations du concept. D'un côté, les sociodémocrates qui veulent démocratiser l'économie. Le concept est donc vu comme un outil pour donner du pouvoir aux travailleurs. Les conservateurs vont lutter
contre cette opinion. Ils vont défendre l'idée d'un État fort. Et alors, les libéraux, qui deviendront ce qu'on appelle les ordolibéraux, vont finalement, eux, reprendre le concept, mais en disant que finalement, à la fois la Constitution de Weimar et finalement les principes quasi naturels demandent de sanctuariser constitutionnellement le marché. Finalement, c'est cette conception néolibérale qui va s'imposer avec le temps, et on va oublier l'idée de démocratisation pour avoir ce concept de constitution économique comme sanctuarisation de l'ordre de marché. Différents courants néolibéraux vont vraiment emprunter ce chemin, et aujourd'hui, on arrive alors à cet agenda néolibéral qui était défendu de Hayek à Buchanan, à beaucoup de néolibéraux, de constitution économique, donc à la fois sanctuarisation du droit à la concurrence, indépendance des banques centrales, règles d'or budgétaires. Tout cela a été théorisé progressivement après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voilà où on en est aujourd'hui dans le concept, mais alors, qu'en est-il du droit ? La question qui m'est venue, c'est est-ce que cette manière de penser va influencer la manière de dire le droit ? Est-ce que cette vision du monde idéologiquement située que véhicule le concept va avoir une puissance performative dans le discours juridique ? Alors, est-ce que les acteurs juridiques, et en particulier les juges constitutionnels, vont implicitement avoir une conception de l'économie qui est traversée par ces visions du monde ? Alors le problème, c'est comment le vérifier. On demande rarement aux juges constitutionnels de trancher dans l'abstrait la question du système économique admis ou opposé. On leur demande de trancher des litiges particuliers. L'angle qui m'a semblé intéressant, c'est d'essayer de cerner, de traquer dans le discours des juges constitutionnels si on ne pouvait pas trouver trace d'une certaine vision du monde économique. C'est l'idée d'un référentiel. Est-ce qu'il y a un ensemble de principes tenus pour un poids évident, qu'ils en deviennent une conviction normative partagée et intériorisée par les acteurs institutionnels. Donc finalement, essayer de traquer une certaine vision du monde et voir quelles applications normatives les juges en tiraient. Alors j'ai essayé de faire ça en droit comparé, donc analyser la France, la Belgique et l'Allemagne avec l'influence en surplomb ou transversal, selon le point de vue, du droit de l'Union européenne. Et pour le dire platement, il m'a semblé qu'on trouvait un prisme concurrentiel et de marché dans ces discours juridiques. Alors au niveau de l'Union européenne, je ne vais pas m'attarder, mais au-delà des textes, le rôle de la Cour de justice a été fondamental depuis le début. L'arrêt Cassis de Dijon, plus récemment les arrêts Laval et Viking, mais alors aussi au niveau des ordres étatiques nationaux, où là c'est moins perceptible directement, mais dans la manière d'articuler les droits et libertés individuelles, il m'a semblé pouvoir déduire une certaine conception de l'économie, puisque dans chaque État, il y a quand même une espèce de hiérarchisation entre les libertés économiques, les libertés individuelles économiques, donc on va dire droit de propriété privée, droit d'entreprendre et liberté contractuelle, et de l'autre côté, les droits économiques et sociaux, droit au travail, etc. Droit à la sécurité sociale aussi. Là où, pour moi, on peut percevoir une hiérarchisation, c'est dans le fait que pour les droits économiques et sociaux, le juge constitutionnel, explicitement en Allemagne ou implicitement ailleurs, parle de réserve du possible. On peut mettre un certain niveau de prestations sociales, mais à condition de respecter ce qui est disponible au niveau budgétaire. De l'autre côté, au niveau du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, on ne retrouve jamais cette question du contexte économique. Là, on n'est pas dans une obligation de moyens, on est dans une obligation de résultat. Donc il y a une vraie différence à ce niveau-là. Alors, j'ai parlé des arrêts Florange, nationalisation. Je ne vais pas m'attarder ici pour des questions de temps, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la réserve du possible joue pour limiter ce qui peut être octroyé en termes de droits économiques et sociaux, mais elle-même est tributaire de ce que l'État permet de faire fiscalement. Or, là, au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, des limites sont posées à l'intervention fiscale de l'État. Donc le juge constitutionnel concourt à une limite qu'il établit comme objective, mais qu'en fait, il contribue de créer. Tout cela pour arriver à la conclusion qu'il m'a semblé qu'une approche plus contextuelle du droit permettait de
relativiser en tout cas la théorie de la neutralité économique de la Constitution. Et je parlerai plutôt en termes de clôture économique des constitutions. Alors, clôture économique qui ne sont pas complètes et définitives, et puis surtout, qui ne sont pas nécessairement conscientes. Il ne s'agit pas de parler d'une intrigue orchestrée par les acteurs juridiques et par les juges constitutionnels. Mais il s'agit de réfléchir au fait que des discours externes au droit peuvent influer de manière diffuse le discours juridique, pour établir une espèce de communauté de pensée, une conviction normative partagée par les acteurs institutionnels. Il ne s'agit pas non plus de nier la contrainte que fait peser le marché sur le législateur, sur le Parlement. Cette contrainte, elle est réelle, mais il faut aussi avoir conscience qu'en dernière analyse, c'est une contrainte qui est aussi façonnée par le droit lui-même. Et le travail de généalogie que j'ai essayé justement de mener à ce niveau-là vise, et on l'a dit, à remettre en question un processus qui se présente parfois comme objectif, qui arrive à une dépolitisation de l'économie par le droit. C'était là, en tout cas, l'ambition de la thèse. Désolé pour les quelques minutes supplémentaires que j'ai prises. Et merci pour votre attention. Merci infiniment, mais rassurez-vous, vous allez avoir tout le temps qu'il faut pour continuer à transmettre votre enthousiasme et le fruit de cette réflexion, puisque depuis nous allons maintenant passer à une discussion. C'est une coutume bien établie désormais depuis l'an dernier, qu'il y ait une discussion entre la lauréate ou le lauréat et un membre du jury. Et donc cette année, c'est Laurent Pfister qui a bien voulu accepter cette responsabilité. Merci beaucoup. Accepter, puis vous m'avez fait l'honneur de m'accorder ce rôle. Je dois le dire et je dois vous remercier, Madame la Présidente, et je remercie également l'ensemble des membres du jury de la confiance qu'ils manifestent ainsi. Je ne reviendrai pas sur le fait que Liège était un département français, puisqu'on pourrait m'accuser d'impérialisme napoléonien, ce qui est de mauvaise aloi dans les temps qui courent. Mais, cher Guillaume Grégoire, je pense que votre présentation a permis à celles et ceux qui n'ont pas encore lu votre thèse et qui la liront certainement, de mesurer toute l'étendue du travail que vous avez accompli. Dans votre thèse, il est question d'histoire du droit, d'histoire de la pensée juridique, d'histoire de la pensée économique. Il est question de théorie du droit, de protection des droits fondamentaux, de droit de la concurrence, de droit privé. Bref, vous avez brassé très large. Et puis surtout, vous avez accordé une très grande attention, une attention renouvelée, me semble-t-il, et c'est là l'un des apports majeurs de votre thèse, à une relecture de la jurisprudence des juridictions suprêmes, des cours européennes et des cours constitutionnels d'un certain nombre d'États, donc France, Allemagne et Belgique. Et c'est dire toute la richesse de cette thèse. Alors, comme je suis historien, je vais commencer par l'histoire. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Revenir sur l'histoire, sur la généalogie donc, du concept de constitution économique qui occupe toute la première partie de votre thèse. Et vous l'avez dit dans votre présentation, ce concept s'enracine sans doute dans le XVIIIe siècle français, dans la pensée des physiocrates. Et j'aurais même tendance à dire que ce sont les constituants français qui, en 1791, l'ont véritablement réalisé avec la loi Le Chapelier de 1791 qui dit que la base de la Constitution française, c'est l'interdiction des corporations, c'est l'interdiction des ententes, etc., etc. Mais, comme vous l'avez rappelé dans votre présentation, il y a un autre moment qui est capital, et ce moment capital, c'est la République de Weimar. C'est sans doute là le creuset de ce concept de constitution économique, et il me semble qu'il n'est pas inutile de revenir un peu plus longuement dans notre échange sur le contexte, parce que vous avez une approche contextualisée de l'histoire des concepts, sur le contexte de constitution économique, de l'élaboration de ce concept, dans quel contexte économique, politique, juridique ce concept a-t-il été forgé. J'aimerais bien aussi
peut-être qu'on revienne un peu sur l'apport de l'école de Fribourg. Et puis, sans dévoiler le secret des délibérations, il y a une question qui nous a un peu occupés au sein du jury, c'est l'apport de la pensée de Carl Schmitt, évidemment, et le rapport qu'il y a entre la pensée et la philosophie de Carl Schmitt et le développement de ce concept par les ordo-libéraux. Voilà. Premier axe de discussion et puis d'approfondissement aussi de la présentation de votre thèse. Merci beaucoup. J'imagine que j'ai une demi-heure pour répondre à une question aussi complexe. Je vais essayer de donner quelques éléments contextuels parce qu'il est vrai que la République de Weimar comprend à la fois les germes d'énormément de choses sur le concept de constitution économique, mais sur la pensée juridique et pour comprendre l'actualité, revenir à Weimar est sans doute capital. Alors, puisqu'on a demandé des éléments contextuels, déjà on est dans une économie avec des puissances privées très développées, des cartels. On se retrouve avec cette question juridique finalement du marché. Est-ce que le marché mène à son autodestruction ou pas? Est-ce que la logique de concurrence peut se suffire? Là, l'école de Fribourg va innover, je vais y revenir. On a une instabilité politique majeure. Qui tient à la question des limites de la démocratie aussi. Question qui est amenée par un cadre juridique qui est totalement innovant. La constitution de Weimar est une constitution qui a été beaucoup décriée comme la raison qui aurait mené les nazis au pouvoir. Il me semble que c'est beaucoup plus complexe et que c'est en fait une constitution qui est extrêmement intéressante et qui a énormément de potentialité, mais qui est dans un moment historique particulier et alors peut-être qu'elle n'a pas contribué à 100% à protéger le régime démocratique, mais elle avait en tout cas des ambitions justement assez actuelles en termes de questions sur les droits fondamentaux, sur le gardien de la Constitution, donc le rôle du juge aussi dans la protection éventuelle des droits fondamentaux et la question de la démocratie. Et puisque vous m'avez demandé aussi de parler de Carl Schmitt à ce niveau-là, ce qu'il faut voir, je pense, c'est que Carl Schmitt a critiqué directement les libéraux sur leurs faiblesses. Il considérait que le régime représentatif libéral était miné par ses contradictions. Et finalement, les contradictions qu'il pointait n'étaient pas tant le libéralisme en tant que tel, mais le fait qu'allié à la démocratie, il risquait de tomber. Et là où il a sans doute, entre guillemets, gagné, c'est que le constat qu'il a posé a été en partie repris par les libéraux eux-mêmes. C'est que la question a été de savoir finalement comment limiter la démocratie. Toute la question que les ordolibéraux vont reprendre aussi, c'est le thème, en tout cas, de l'interventionnisme débridé, du fait que par l'extension du suffrage universel, on arrivait à avoir des intérêts privés collectifs qui arrivaient au Parlement et qui amenaient un surmenage de l'État. Donc où il fallait aussi peut-être penser à limiter les possibilités de l'État d'intervenir dans l'économie. Alors, les libéraux ont amené des solutions différentes de Schmitt. C'était leur ennemi déclaré. Schmitt est un antilibéral et eux l'ont bien compris. Schmitt est pour un État autoritaire. Les libéraux veulent garder la séparation des pouvoirs, veulent garder un rôle du juge plus grand, qui justement c'est une de leurs solutions face à Schmitt, où lui c'est un leader autoritaire. Mais ils vont le faire aussi avec l'idée que pour avoir le libéralisme économique, il faut limiter la démocratie, il faut limiter les prétentions démocratiques. Et ça, je pense que c'est une manière de reposer la question, c'est ce qui fait le néolibéralisme. C'est dire l'ordre de marché ne se suffit pas lui-même. Il ne suffit pas de dire liberté d'entreprendre et droit de propriété pour avoir la concurrence. Il faut protéger la concurrence à la fois contre les pouvoirs privés qui risquent par les cartels de prendre le pouvoir et contre la tendance de l'État à intervenir en raison des demandes sociales. Donc il y a cette tension qui est présente et que Schmitt, ce n'est pas du tout le seul à poser le problème, mais il le fait, comme souvent, avec une puissance
conceptuelle extrêmement forte et extrêmement diverse. Il parle rarement en termes d'idéotypes, il parle toujours en termes de concepts polémiques, et l'un exclut l'autre. Donc, c'est des antagonismes conceptuels et donc lui prend parti pour un des deux. Mais si on pense en termes antagoniques, on arrive effectivement à rejeter l'autre solution. Mais les ordolibéraux ont aussi eux-mêmes parfois repris cette manière de penser. Franz Böhm a fait une réinterprétation de la Constitution pour dire que c'était un ordre de marché, parce que finalement, si on considère que l'interventionnisme est possible, alors il n'y a plus d'ordre de marché. Donc en fait, puisque c'était normalement que l'exception par rapport au principe, il disait oui, mais l'exception va amener la perte du principe, donc en fait il faut revenir au principe. Donc il y a une manière de penser aussi antagonique chez les libéraux. Donc voilà quelques éléments jetés en vrac. On reviendra, parce qu'il y a des réflexions dans votre réponse qui méritent sans doute d'être développées encore. Mais votre thèse, ce n'est pas seulement une histoire du concept, c'est aussi une thèse, une véritable thèse. Hein, vous l'avez exposé, hein, c'est de contester la neutralité économique des constitutions et de démontrer qu'il existe un référentiel néolibéral, je reprends votre expression, hein, qui serait à l'œuvre non seulement au niveau européen, mais aussi dans la jurisprudence des cours constitutionnelles. Alors, pour ne pas sombrer dans la caricature, quand même, le référentiel néolibéral, la pensée néolibérale n'est pas homogène. Et j'aimerais savoir quand même dans quelle mesure les ordolibéraux, qui sont quand même au cœur de votre démonstration, n'accordent pas une place tout de même à la justice sociale. Est-ce qu'il n'y a pas des développements dans leur pensée qui auraient pu aussi être repris peut-être par les juges, par les constituants, par les artisans de l'Union européenne, de la communauté en tout cas d'abord européenne? Est-ce que ces aspects-là sont souvent méconnus? Est-ce que vous pourriez nous les rappeler? Alors effectivement, les ordolibéraux ont une particularité au sein de la nébuleuse néolibérale. Ils ont plusieurs particularités. La première, effectivement, c'est qu'ils intègrent une notion de justice sociale, qui n'est évidemment pas aussi développée, enfin, en termes de justice redistributrice, elle n'est pas aussi développée que chez les sociodémocrates, etc. Mais ils intègrent le fait qu'il faut notamment une certaine répartition de richesses. Donc pour ceux qui ne savent pas subvenir à leurs besoins par le marché, qui ne savent pas travailler, il faut leur donner un minimum. Pour plusieurs raisons. Certains pointent l'influence des doctrines sociales de l'Église. Une autre est une conception de la démocratie, c'est qu'ils disent le marché est démocratique puisque les gens choisissent par leur pouvoir d'achat. Et tout le monde doit avoir une voix. Après, ce qu'on peut leur rétorquer, c'est que là, on est en termes de suffrage peut-être universel, mais tempéré par le vote plural. Donc, on peut les prendre à leur propre argument, entre guillemets. Leur idée de justice sociale vient aussi du fait qu'ils se disent qu'il y a des défaillances de marché. C'est que parfois, le marché ne va pas suffire à rétribuer correctement, et donc, il faut intervenir. Cette pensée de la possibilité de défaillance du marché est tout à fait particulière au sein des néolibéraux, puisque après arrive Hayek, qui lui va voir le marché comme ce qu'il appelle une catalaxie. Pour le dire en deux mots, c'est qu'il va considérer que le marché, c'est finalement la mise en relation de toutes les informations disponibles dans la société, et par la cristallisation des informations dans le prix, en fait, c'est un réseau d'informations et c'est un processus de connaissance. Et il va dire qu'il y a une défaillance du marché, c'est dire qu'on a une meilleure connaissance de l'ensemble, face à l'ensemble des connaissances, ce qui est une aberration dans les termes. Donc il va dire qu'aucune institution hors marché ne peut faire mieux que le marché. Alors c'est pas pour autant que le marché sera optimal, mais personne ne peut faire mieux. Et donc il va jeter l'idée de justice sociale, et il va emporter la conviction de beaucoup de néolibéraux et beaucoup même d'ordolibéraux de deuxième génération. Il y a notamment Mestmaker qui fait le tournant hayekien au sein de l'ordolibéralisme et qui tempère en fait cette idée que parfois l'État est nécessaire pour intervenir dans la société, dans l'économie, mais où ils mettent quand même chaque fois des conditions, c'est que l'intervention qu'ils appellent régulatrice doit se faire pour le marché. C'est qu'il faut imposer une logique concurrentielle, la plupart du temps, mis à part la justice sociale, mais qui reste un espèce de filet de sécurité minimale, mais pour le reste, c'est une intervention qui doit être pro-marché.
il ne s'agit pas d'intervenir pour compenser entre agents, mais pour forcer les agents à être concurrentiels, même quand ils ont le monopole. C'est-à-dire, vous devez vous comporter comme tel. Et ils ont aussi, par contre, et là c'est ça qui est intéressant, une manière de dire, parfois, l'intervention, on croit qu'elle n'est pas pour le marché, mais à long terme, elle est pour le marché. Donc il faut aussi parfois voir plus loin. C'est la différence entre le principe et le moment. Parfois, le moment demande de faire une petite réflexion au principe pour sauver le principe sur le long terme. Et ça a été repris au niveau juridique, puisque vous demandiez l'affluence aussi. Dans les débats sur l'union économique et monétaire, il y avait cette question, c'est est-ce que l'État doit intervenir au niveau politique monétaire ou pas? Et il y a eu ce débat de dire le marché a été irrationnel. La Banque centrale a dit ça et elle est intervenue et son interprétation a été avalisée par la Cour de justice. La Cour constitutionnelle allemande a repris l'argumentation de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, et a dit mais vous ne pouvez pas dire que le marché est irrationnel. La construction juridique est faite autour du fait que le marché est censé être rationnel. Alors, la Cour constitutionnelle ne va pas jusqu'à dire que ça doit être comme ça, mais elle disait, dans le cadre actuel, vous ne pouvez pas dire qu'il était irrationnel et que vous intervenez pour ça. Et donc, finalement, et là, j'ai une interprétation qui est très minoritaire, mais pour moi, la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque centrale ont eu une interprétation ordolibérale. Là où la Cour constitutionnelle allemande et la Bundesbank avaient une interprétation qui était très hayekienne et ce qui s'explique. En Allemagne, il y a eu un tournant dans les années 90 aussi au niveau conceptuel. Et il y a des contradictions quand même dans cette construction, dans ce référentiel néolibéral tel qu'il se déploie dans les jurisprudences. Et il y a un exemple qui me vient, mais qui est assez évident, c'est de dire, bon, la liberté contractuelle, c'est un fondement du libéralisme économique, c'est un principe qui a été constitutionnalisé par les juridictions. Or, la liberté contractuelle, elle n'est pas illimitée, elle est au contraire, les opérateurs économiques ne peuvent pas l'exercer jusqu'à porter atteinte aux droits de la concurrence. Il y a des autres exemples en matière de propriété privée. Vous avez rappelé l'importance que revêt la propriété privée dans le référentiel néolibéral. Or, cette propriété privée parfois est mise à mal par la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple quand elle applique la théorie des facilités essentielles et qu'elle dit voilà, vous êtes propriétaire d'une ressource essentielle, une infrastructure, un bien intellectuel. Or, ce bien, vous devez le partager. Et donc, c'est une décision qui est faite, qui est rendue au mépris de la propriété privée, de l'exclusivité, de la liberté. Donc il y a là des contradictions, me semble-t-il. Est-ce que vous les analysez comme ça ou pas? Ou est-ce que c'est révélateur des contradictions qu'il y a dans la pensée néolibérale ou dans les courants néolibéraux? Alors je répondrai en deux points. C'est que il y a des tensions, des contradictions internes au néolibéralisme, notamment sur l'extension à donner au droit de la concurrence. Mais pour moi, là, c'est une tension qu'il y a entre libéralisme classique et néolibéralisme. C'est que les libertés... le droit de propriété, liberté contractuelle, etc. Finalement, c'est le libéralisme classique et les néolibéraux, toute leur pensée s'est faite face à la crise du libéralisme classique en disant ces libertés individuelles laissées à elles-mêmes, elles risquent de mener à la perte du marché. En faisant ça, soit dit en passant, ils donnent en partie raison à Marx sur l'autodestruction tendancielle du marché. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils font cette modification de passer de l'individuel vers la structure. Quelles sont les conditions structurelles pour l'ordre de marché? Et là, l'idée, c'est de dire il faut évidemment ces libertés individuelles, mais il faut aussi être capable d'imposer la structure quand ces libertés individuelles sont, entre guillemets, dévoyées. C'est que la liberté d'entreprendre laissée jusqu'au stade où l'entrepreneur est libre d'empêcher les autres de venir sur le marché, ils vont dire non, ça ne va pas. Donc, il y a évidemment une tension, je ne parlerai pas de contradiction, mais il y a une réflexion sur les structures, ce qu'il n'y avait pas dans le libéralisme manchestérien. Et soit dit... Pardon, ça veut dire qu'on dépasse en fait la dimension individuelle de la liberté pour essayer d'envisager l'ordre du marché dans son ensemble, au détriment des libertés, au détriment, en tout cas en y posant en tout cas des limites pour qu'ils ne détruisent pas. Et là où il y a aussi un côté un peu paradoxal, que j'ai mentionné par rapport à Marx, mais un autre paradoxe, c'est que là où les néolibéraux ont fait ce saut vers la structure, les penseurs de gauche ont eu tendance à laisser tomber la question structurelle de la démocratie économique, etc., pour se focaliser sur les droits économiques et sociaux. Donc ils
ils ont eu tendance à penser la solidarité à partir de l'individu et pas de la structure plus grande. Donc il y a eu une espèce de changement paradoxal où la structure est pensée par les néolibéraux et l'individu par les penseurs de gauche. Vous parlez justement de droits économiques et sociaux. Vous avez évoqué une notion qui est peut-être moins connue en France, qui est la notion de réserve du possible. Est-ce que vous pourriez davantage l'expliciter, cette notion ? Parce qu'il me semble que c'est une notion du Bundesverfassungsgericht et pas de voilà. Tout à fait. C'est une notion qui a plusieurs décennies dans la Cour constitutionnelle allemande. Elle vient d'une décision sur les numerus clausus où elle établissait effectivement qu'il y avait un droit individuel d'accès à l'enseignement supérieur, mais en disant ça dépend des réserves aussi. Il est possible de mettre des limites à l'accès de l'individu à toutes les études parce qu'on ne peut pas non plus fournir des professeurs pour tout le monde. Donc il y a eu cette pensée-là et qui a été affinée et qu'on retrouve dans des décisions fondamentales sur le droit à l'existence, le droit minimal c'est sa condition minimale d'existence qui a fait écouler beaucoup d'encre sur la question, c'était les lois Hartz, donc en Allemagne, quand on a revu le chômage, etc., et où elle a analysé, elle a vraiment consacré et à la fois défendu ce principe, tout en disant que le Parlement gardait la possibilité de mettre un niveau assez bas, tant qu'il le justifiait méthodologiquement. Cette théorie donc, qui vise à dire revenu de prestations sociales garanties, certes, mais ça dépend du contexte social. Donc en cas de crise, on peut descendre. Alors, à ce niveau-là, la Cour constitutionnelle belge a un mécanisme qui vise encore à essayer de garantir un peu plus et à dire vous pouvez descendre, mais il faut vraiment plus le justifier, etc. Mais partout, il y a moyen de descendre. Il est vrai qu'en France et en Belgique, on n'utilise pas le terme de réserve du possible. Mais le principe est là, c'est que les politiques de solidarité déduites des alinéas 10 et 11 du préambule, ça dépend. On donne une large marge de manœuvre au Parlement en disant aussi ça dépend de ce qu'il est possible de faire. Alors c'est moins justifié au niveau dogmatique, mais ça c'est le trait distinctif aussi Conseil constitutionnel vis-à-vis de la Cour constitutionnelle allemande. Et certains membres du Conseil constitutionnel, en dehors de l'office du juge, dans d'autres cénacles, ont mentionné un principe de réalisme budgétaire, qui en fait est la même chose. C'est l'idée que, en cas de crise, en cas de problématique budgétaire, il faut réduire. C'est que, ce qui conceptuellement peut... S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On peut encore l'entendre, mais la question c'est de l'autre côté. Selon moi, la question c'est la cohérence. Enfin, ou alors pas, mais alors il y a hiérarchisation et c'est un choix qui est fait en disant il y a une hiérarchisation entre les libertés parce qu'on considère qu'une est plus importante que l'autre. Mais il est difficile de parler de neutralité pour moi quand on a un raisonnement qui est différent à ce niveau-là, puisque objectivement on peut dire, me semble-t-il, que le dispositif anti-licenciement boursier de la loi Florange se fait dans un moment de crise sociale. Et donc on pourrait argumenter en disant il est vrai que quand l'économie va bien, on ne devrait pas pouvoir faire ça, mais actuellement, il se trouve qu'on doit restreindre le droit. Ce serait le même raisonnement pour moi. Ce qui veut dire que le contexte économique disparaît lorsqu'on envisage les droits économiques et sociaux, alors qu'il est... Il est présent comme une contrainte, qui est objectivée. Ouais. C'est que là, le Parlement, entre guillemets, n'a pas le choix. De l'autre côté, on considère que c'est à l'inverse une obligation de résultat, c'est qu'il doit respecter le noyau dur du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, avec, j'ajouterai encore une fois un point un peu paradoxal, c'est dans la décision Florange, l'idée est de dire le juge ordinaire, le juge de fond, n'est pas habilité à prendre la place de l'entrepreneur pour faire des arbitrages économiques quand la société va bien. Donc là, le juge ne peut pas avoir ce pouvoir-là. Par contre, le juge constitutionnel, lui, peut être à la place du législateur pour voir quelles sont les décisions économiques, quelles sont les orientations économiques à donner. Donc là où le juge ne peut pas se mettre à la place de l'entrepreneur, il peut par contre se mettre à la place du législateur.
On arrive justement à un point essentiel, enfin, c'est la ligne directrice, vous avez évoqué, hein, c'est le rapport entre l'état de droit et la démocratie. Vous l'avez évoqué à propos de Carl Schmitt, à propos des ordres libéraux. Il est clair que le concept et la constitutionnalisation, sa réalisation de concept de constitution économique présente des enjeux démocratiques décisifs, puisque, en reprenant votre pensée, hein, dans la mesure où l'ordre économique libéral est ou serait constitutionnalisé par les juges suprêmes, vous en parlez, il s'imposerait au pouvoir politique, aux législateurs, au Parlement et donc au peuple souverain, dépouillant en quelque sorte celui-ci de sa souveraineté dans l'exemple que vous venez de donner. Pour certains adversaires du néolibéralisme, dont vous donnez aussi une analyse, hein, il faut préciser aussi qu'il y a de longues pages sur la présentation des courants critiques du néolibéralisme, eh bien, l'état de droit actuel, garanti par les juges suprêmes, serait le fondement d'un autoritarisme néolibéral. Et vous l'avez compris, on est au cœur d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité, mais qui est une critique qui conduit à opposer état de droit et démocratie, à opposer les juges suprêmes à la démocratie et au peuple. Alors, j'ai bien conscience qu'en ouvrant ce sujet, on risque d'aller très loin et très tard, mais tout de même, j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez de cette opposition. Est-ce qu'on peut imputer au juge et à lui seul ce référentiel néolibéral, à le considérer comme un adversaire, comme s'il était extérieur à la démocratie, comme s'il ne jugeait pas selon un certain nombre de principes qui ont été posés parfois très anciennement, puisqu'on a eu référence à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Voilà. Quelle est votre position là-dessus ? Je sais que ça ouvre beaucoup de voies, mais... Oui, énormément de voies. Mais je crois que c'est indispensable quand même de revenir sur ce point, qui est un fil directeur quand même de votre thèse. Alors, je commencerai par dire qu'évidemment, les juges on ne peut pas imputer au seul juge cette constitutionnalisation de l'économie et l'idée qu'il s'imposerait à des acteurs institutionnels qui, eux, voudraient aller dans un autre sens. Je me suis focalisé sur les juges par mon prisme juridique et l'analyse des décisions me semble fondamentale, mais on peut faire aussi une analyse sans doute sociologique des gouvernants politiques des 30-40 dernières années et des politiques et de la tension aussi qu'il y a entre Union européenne et États membres qui parfois ont tendance à dire c'est de la faute de l'Union européenne, mais qui c'est aussi fait de décisions des États membres. Donc c'est extrêmement complexe. Pour revenir par contre à la tension entre État de droit et démocratie, c'est une question extrêmement à la fois fondamentale et très difficile. D'abord, il faut selon moi clarifier là les concepts. État de droit, on peut l'entendre dans un sens formel où on dit l'État agit par le droit et il respecte ses propres décisions. On peut aussi l'entendre d'une manière substantielle de dire il n'y a État de droit que quand le droit respecte certains principes qui sont jugés ou qui sont implicitement présentés comme transcendants ou naturels. Et là, le libéralisme s'inscrit dans cette option-là. Il n'est évidemment pas le seul. La plupart des courants idéologiques s'inscrivent quand même dans cette idée-là. Et dès les physiocrates, on pourrait même les classer, c'est un peu anachronique, mais l'idée de despotisme légal, c'est une manière de penser la loi comme contraignant le souverain aussi. Donc, alors la démocratie, si on essaye de la penser à gros traits, mais en termes d'idéal type, là l'idée c'est une autonomie la plus radicale possible. La collectivité se donne ses propres normes et tout principe peut être discuté et peut être modifié. Donc inévitablement, il y a une tension avec l'état de droit matériel. Avec l'état de droit formel, pas. On peut tout à fait considérer que justement une démocratie... c'est l'idée que si on s'impose nos propres normes, on se les impose à nous-mêmes. En tout cas, pour moi, la tension est bien moins grande si elle est là. La tension entre état de droit matériel et démocratie, est-ce que c'est une opposition radicale à la Schmitt, entre guillemets? Est-ce que c'est une tension nécessaire, dialectique, entre guillemets? C'est une question difficile. Moi, ce que j'ai fait dans la thèse, c'est de parler en termes d'idéotype en disant, finalement, c'est deux pôles sur une même ligne. C'est qu'on peut être plus ou moins démocrate, plus ou moins orienté vers l'état de droit matériel,
on n'est pas l'un ou l'autre. On peut avoir un engagement vers l'un tout en considérant que certains principes sont transcendants. Il y a quand même ça amène des questions vraiment délicates. C'est sur les conditions formelles de la démocratie, les libertés de manifester, les libertés d'association. Est-ce que c'est un présupposé nécessaire? Sans doute. Mais alors la question, c'est où est-ce qu'on arrête? Et là, on touche quand même à la question du contenu, plus des conditions formelles, mais du contenu. Est-ce que le droit de propriété est consubstantiel? Les libéraux vont dire oui, quand même. Sûr. À l'inverse, est-ce que finalement une vraie démocratie demande l'autogestion des travailleurs dans l'économie? Différentes personnes vont avoir différentes conceptions. Selon moi, plus on substantialise, plus on met des principes qui seraient intrinsèques à la démocratie, plus on met en tension aussi la question démocratique de dire oui, mais est-ce qu'on peut revenir dessus ou pas? La question c'est est-ce que finalement c'est des principes qui sont transcendants ou est-ce que c'est des principes qu'on veut en tant que démocrate en disant on le défend en sachant bien qu'ils ne sont pas transcendants mais que nous c'est notre projet de société. Et alors une fois qu'on dit ça, c'est la question du gardien. Qui est le gardien de ces principes que même en tant que démocrate on considère comme finalement non pas transcendants mais qu'on veut coûte que coûte? Est-ce que c'est un juge? Mais en disant ça on dit c'est un expert, interprète authentique d'un texte, mais on sait bien les largesses que ça peut avoir, et on est dans une logique là qu'on va qualifier d'épistocratique, c'est le savant qui sait mieux que l'autre ce qui est démocrate ou pas. Alors on tombe dans ce paradoxe-là. Et pour moi, ça touche à une question qui en fait sort du droit. C'est que la condition de viabilité de la démocratie, c'est dans la population elle-même. C'est à la fois un peuple éduqué et un peuple prêt, en cas de danger, à le défendre, même en dehors des formes juridiques. On sort d'un système fermé clos sur les normes, pour moi. Est-ce que la substantialisation de la Constitution, telle que vous l'avez démontré à travers un certain nombre de décisions, elle n'est pas en accord aussi avec des choix politiques qui ont été faits à tel moment en France, en Allemagne, en Belgique? Voilà, il y a aussi un choix. Les juges ne jugent pas en fonction de textes qu'ils auraient inventés, même si on leur reconnaît un très fort pouvoir d'interprétation, bien sûr. Mais il y a quand même des choix politiques qui sont dictés et qui sont posés initialement, non? Évidemment. Oui. Évidemment, il y a le texte, il y a des choix politiques qui sont tout à fait présents et qui parfois, justement, se disent on va laisser ça aux juges parce que c'est une question complexe. Les juges ne sont pas les seuls. C'est des questions qui travaillent les hommes politiques aussi. Est-ce qu'on constitutionnalise ou pas? On donne finalement des moyens aux juges après, mais le fait de le faire, c'est qu'on considère que c'est un principe qui doit en tout cas être protégé spécifiquement. Et là, c'est là où pour moi, le juge est un acteur politique parmi d'autres. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de penser au-delà du juge aussi. Ça, il est évident que le juge ne fait pas tout seul. Et là, c'est une question sociologique aussi, mais il est aussi parfois en contact avec les gouvernants sur ce qui va se passer, j'imagine, sur des questions de potentialité. C'est des rapports de pouvoir aussi. Je veux dire, quand le Conseil constitutionnel s'émancipe, il se pose face au Parlement, mais ça amène des discussions qui remettent le juge dans le jeu institutionnel. Ce n'est pas un acteur sur sa tour d'ivoire, c'est un acteur qui a ses spécificités, mais qui est un acteur institutionnel, politique au sens très large du terme. Alors peut-être la seule magistrate de la tribune là, va faire un petit peu de discipline. Je suis navrée. Est-ce que dans la salle, sinon je te redonne la parole, dans la salle vous souhaiteriez faire des observations ou interroger Guillaume Grégoire un petit peu plus avant que nous continuions les échanges de manière plus informelle? Oui, madame. Merci de vous représenter avant de poser votre question. Merci pour la question. Question que
que je me suis posé au début de la thèse. C'est parmi les approches qui sont externes au droit et qui pensent les relations de droit-économie, il y a l'analyse économique du droit. Je ne l'ai pas suivi parce que il s'agit là, selon moi, d'utiliser les concepts économiques pour recoder le droit sous l'angle économique et sous l'angle d'une certaine théorie économique qui amène à dépolitiser l'économie. On parle en termes d'efficience et on finit par, selon moi, perdre tout un angle d'analyse qui est justement de remettre, de dévoiler les présupposés idéologiques et les logiques implicites. Pour moi, l'analyse économique du droit recode sous une autre forme le droit, mais ce faisant, n'interroge jamais réellement les fondements du droit. Il va parler en termes d'efficacité du droit et de lequel est le plus efficace à partir de ses propres critères lui-même. Donc, je me suis questionné dessus, mais je l'ai évacué, comme j'ai évacué à l'inverse ceux qui le critiquaient, mais qui pour moi le critiquaient tout en prenant parti, alors en disant l'analyse économique du droit n'est pas bon parce qu'elle amène à tels effets, et où il se définissait comme devant œuvrer pour la justice sociale et pour la démocratisation, et où là, selon moi, ma recherche de neutralité m'empêchait d'aller jusque-là. Alors par contre, c'est ce qu'on appelle le mouvement Law and Political Economy, donc justement d'avoir une analyse d'économie politique, mais où eux s'inscrivent dans une démarche tout aussi militante. Alors l'analyse économique du droit ne s'inscrit pas dans une démarche militante, mais pour moi a des présupposés qui objectivent et qui naturalisent à la fois l'économie et par contre-coup le droit. Donc j'ai évacué cette méthode-là. Merci. Pierre Chevalier. Merci de te présenter aussi. Pierre Chevalier, je suis directeur juridique et conformité à la Caisse des dépôts. Je vous remercie infiniment pour cette présentation très intéressante. J'avais une question pour savoir si dans votre étude et votre travail, vous avez identifié des situations où dans la jurisprudence des grandes cours notamment, il y avait du panachage entre les deux théories, c'est-à-dire où une Cour suprême faisait référence par exemple à la justice libérale d'un côté, tout en, pour amener sa solution, tirer finalement des développements de la justice ou de la défense de droits économiques et sociaux. Et si c'est le cas, est-ce que ça ne conduit pas parfois à des situations d'aporie, de contradiction ou de confusion ? Pour vous mettre un peu sur pour illustrer mon idée, je ne sais pas si vous l'avez identifié, je constate par exemple que la Cour de justice considère la gestion des systèmes de retraite comme emprunt de solidarité nationale, donc on pourrait se situer dans une ligne plutôt de défense, de justice, de droits économiques et sociaux, tout en renvoyant au marché les conditions dans lesquelles les systèmes de retraite doivent être déclinés état par état, c'est-à-dire perception des cotisations et versement des pensions. Est-ce que finalement, sans s'interroger sur finalement un lien substantiel qu'il y aurait d'un principe et d'un accessoire, et de ranger le tout, soit du côté de la justice, de droits économiques et sociaux, soit dans une approche beaucoup plus libérale. Est-ce que ça, il y a des exemples, des illustrations qui montrent que le panachage d'abord existe et qu'il peut conduire parfois à des solutions qui ne sont pas parfaitement cohérentes ? Alors effectivement, je ne le traite pas aussi explicitement, mais dans la thèse, il y a des moments, et notamment au niveau du droit européen, puisqu'il y a la question du droit des pensions, mais si on pense aux services publics aussi, qui sont quand même au départ une logique de solidarité, donc qui est alternative à la logique de concurrence, mais qui en droit européen a tendance à être recodée en services économiques d'intérêt général, et où la logique du droit européen fait quand même passer beaucoup par le marché. Alors effectivement, les systèmes de pension tombent parfois dans la seule exception, justement, où c'est les activités exclusivement sociales. Mais disant cela aussi, le périmètre finalement de ce qui tombe hors marché, on voit aussi à quoi ça tient. Les solutions sont, alors je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité, mais amènent parfois effectivement un côté complexe. Et là, ce n'est pas au niveau de la Cour de justice, mais les contorsions que fait la Commission européenne pour essayer de définir ce qu'est un service d'intérêt économique, service, il n'y arrive pas. Effectivement, il y a mais là, est-ce que le problème vient de
de la contradiction de logique, ou via de ceux qui essayent de le faire tenir ensemble, mais qui sont tellement dans une logique qu'ils ne conçoivent même pas vraiment l'autre logique, et qu'en fait ils essaient de la recoder et pas d'essayer de voir l'équilibre, mais d'essayer de voir, d'intégrer dans une... Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien faire comprendre, mais en essayant chaque fois de l'articuler, l'arrêt Viking et Laval, à ce niveau-là, c'est un arrêt extrêmement intéressant à analyser. C'est que les libertés qui sont, là pour le coup, dans les droits économiques et sociaux les plus forts, qui ont même un statut de droit dur, entre guillemets, dans la charte des droits fondamentaux, se retrouvent recodés quand même en termes de liberté économique. Et on voit finalement que par le principe de proportionnalité, il bascule dans le marché. Donc ça amène des problématiques, c'est sûr. Et parfois, je complète sur un autre sujet, mais parfois on voit dans les juridictions des tensions sur la manière d'articuler. Cour constitutionnelle allemande, quand il découvre dans le droit de propriété une limite à la position fiscale, il y a une opinion dissidente du juge Böckenförde, qui, soit dit en passant, est un schmittien de gauche, qui a écrit à Schmitt quand il était nommé à la Cour pour dire il vaut mieux avoir quelqu'un qui se méfie du juge constitutionnel à l'intérieur. Mais il a fait une opinion dissidente. Là, pour le coup, quasiment comme dans l'arrêt Lochner, où il dit ce que vous faites là, vous êtes en train de mettre un arrêt à l'état social et de décider selon une logique qui est idéologiquement située et une interprétation qui est complètement hors logique de solidarité, quoi. J'espère que j'ai donné des pistes. Merci bien. Anne, très rapidement, et puis ensuite... on remettra officiellement le prix et après on pourra aller trinquer. Alors, très rapidement, je travaille au Conseil d'État et aussi à l'IERDJ en tant que responsable d'études et de recherche, et j'ai lu toute l'étude sur la souveraineté du Conseil d'État. Donc, en substance, il y a une idée dans cette étude qu'il n'y a pas d'opposition ou de tension réelle entre l'état de droit et la démocratie, entendu d'une certaine façon, comme vous avez fait le préalable, ça tout dépend de la définition, et entre justice et démocratie. Et 2 exemples sont donnés sur le fait qu'il peut toujours être surmonté une décision du juge constitutionnel, que le pouvoir constituant souverain peut toujours passer outre, et avec des illustrations 93-99, et sur le fait que sur les 2 écoles de pensée, sur est-ce qu'il existe ou pas des normes supraconstitutionnelles, le débat serait tranché en France par le juge constitutionnel lui-même sur le fait qu'il n'existe pas de normes supraconstitutionnelles. Donc la boucle est bouclée, le peuple souverain a toujours le dernier mot. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez. Ben, vous avez presque donné la réponse en disant que c'était le Conseil lui-même qui l'avait décidé. Alors, on peut toujours passer outre une interprétation en disant qu'on va modifier la Constitution, mais qui sera l'interprète de cette modification? C'est quand même le juge constitutionnel. Et alors, ce n'est pas le cas en France, mais en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a elle-même pris le pouvoir de vérifier une révision de la Constitution au niveau supraconstitutionnel. Alors, ce n'est pas le cas en France, mais ça veut dire qu'elle peut potentiellement. Donc, dire juste qu'il n'y a pas de problème parce qu'en fait, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de problème. Mais le problème est toujours là, à l'état latent. Il y a toujours cette tension et cette possibilité à la fois que le juge s'oppose, mais aussi que le juge modifie par son interprétation ce qui a été modifié pour lutter contre sa propre interprétation. Voilà ma position. Beaucoup, effectivement, ce sont des réflexions qui sont d'une grande actualité. Merci beaucoup pour ces travaux-là de déconstruction qui, je pense, arrivent malheureusement à un point nommé. Donc, on vous remet officiellement le prix. Nous, on fait des petites photos et on invite tout le monde à venir se joindre à nous et à poursuivre ces échanges riches qui sont très loin d'être finis dans la salle un petit peu plus loin autour d'un verre. Voilà. Bravo, Guillaume Grégoire.